Avril 1912. Ces 3 coups de cloche provenant du nid de pie du Titanic annoncent la mort imminente de 1500 personnes. Cette catastrophe maritime va choquer le monde entier et durablement marquer les esprits. Elle déclenchera une quête incessante de réponses pour expliquer le nombre aussi élevé de victimes. Durant les dernières heures du paquebot, la mort frappe sans faire de distinction entre les classes sociales. Les membres de la haute société se retrouvent mêlés aux émigrants de l'entrepont qui cherchent eux aussi désespérément à échapper à un sort effroyable. Alors que le naufrage semble inévitable, la télégraphie sans fil de Marconi apparaît comme l'ultime planche de salut. Au milieu de cette nuit sans lune, l'opérateur radio émet en continu des messages de détresse. Tout à coup, à bâbord, les feux d'un navire non identifié apparaissent à l'horizon et apportent une lueur d'espoir. Il se rapproche. Il n'est plus qu'à quelques kilomètres. Le Titanic n'est donc pas seul. Aujourd'hui, des révélations surprenantes pourraient permettre d'élucider un mystère qui a entouré cette tragédie pendant plus d'un siècle. Celui de l'identité du navire qui a abandonné le Titanic à son sort. « 22 avril 1912, une semaine seulement après le naufrage du RMS Titanic dans l'Atlantique Nord. Un homme se présente dans les locaux du Toronto Star au Canada et fait des révélations stupéfiantes. Le docteur Friedrich Quitzrao est entré dans la salle de rédaction de ce journal et a décliné son identité. C'était un médecin. L'histoire qu'il a racontée aux journalistes était incroyable. C'est ainsi qu'est né l'un des plus grands mystères entourant la disparition du Titanic, qui a persisté pendant une centaine d'années, jusqu'à aujourd'hui. 1912. Cette époque est synonyme de prospérité, de confiance en l'avenir et d'innovation. C'est dans ce contexte qu'a lieu la traversée inaugurale d'un nouveau géant des mers, le Titanic, réputé insubmersible. Ce sera malheureusement son seul et unique voyage. Le RMS Titanic est le second des 3 paquebots construits pour la White Star Line à Belfast. C'est le navire jumeau du RMS Olympic, qui est déjà en activité dans l'Atlantique Nord depuis 1911. Il a été pensé pour offrir le confort le plus luxueux à sa clientèle fortunée sur la ligne Southampton-New York. Il peut accueillir 1300 passagers et 900 officiers et membres d'équipage. Au début du XXe siècle, on est passé de l'époque des bateaux à voile et à coque en bois à celle des navires à vapeur et à coque en acier. Ils sont à la fois plus grands et plus rapides. Le Titanic a été conçu pour résister à une collision avec un autre navire. Personne n'aurait jamais imaginé qu'il pourrait heurter un iceberg. Une fois le jour du départ confirmé, la White Star Line entame une campagne de recrutement. Tous les postes proposés sont rapidement pourvus. Mon père était à bord de l'Olympique pendant son voyage inaugural. Il a ensuite été recruté pour embarquer sur le Titanic et il était très heureux. Comme la compagnie maritime l'avait promis, le 10 avril 1912, le Titanic quitte Southampton avec un nouvel équipage et des passagers enthousiastes. Jusque-là, tout s'était bien passé. Les dieux de la météo avaient été cléments avec le capitaine Smith. Ils avaient eu un soleil radieux et une mer calme depuis qu'ils avaient quitté Queenstown, dans le sud de l'Irlande. Les performances de ce transatlantique étaient exceptionnelles. Il arrivait à maintenir une vitesse régulière. De leur côté, les passagers étaient ravis en pensant à l'accueil qu'ils allaient recevoir à leur arrivée à New York. Pour ce voyage inaugural, la White Star Line a confié le commandement du paquebot à Edward John Smith. Ce capitaine de 62 ans est le plus chevronné et le plus fiable de la compagnie. Le capitaine Smith était un homme cultivé et raffiné, qui inspirait confiance. Il était aussi très distingué avec cette barbe blanche bien taillée. Il était très apprécié. Ses subalternes lui étaient dévoués. Ça paraît incroyable, mais à l'époque, les commandants de bord étaient presque considérés comme des superstars. Ils avaient leur propre cercle social. Ils réunissaient généralement des femmes du monde et des hommes influents. Le capitaine du Titanic est assisté d'officiers apparemment expérimentés,
est issu de la réserve navale royale britannique. Ils ont déjà navigué avec lui et ont l'habitude de côtoyer l'élite de la société anglaise. À l'exception du capitaine, seuls 2 autres officiers étaient autorisés à se mêler librement aux voyageurs. Il s'agissait du médecin du navire et du commissaire de bord, c'est tout. En 1912, les officiers étaient habitués à garder une distance avec les passagers. Les consignes étaient très strictes. Soyez polis, répondez rapidement aux questions et reprenez votre service. Ils n'avaient pas d'interaction avec les passagers. Le commandant Smith a déjà traversé l'Atlantique Nord pour rallier New York. C'est également le cas du capitaine en second Henry Wilde et du premier officier William Murdoch. Ils ont aussi récemment servi à bord de l'Olympique avec leur capitaine. Alors que le Titanic file à toute allure vers l'ouest, tous les membres de l'équipage sont à leur poste. Les officiers supérieurs Wilde, Murdoch et Lightoller prennent leur poste d'officier de quart. Les sous-officiers Pitman, Boxhall, Lowe et Moody doivent maintenir le cap et veiller au bon fonctionnement du paquebot. L'année du naufrage du Titanic est considérée comme particulièrement exceptionnelle, parce que les icebergs dérivaient beaucoup plus au sud que d'habitude. Si le transatlantique avait franchi la banquise, je pense que le capitaine Smith serait logiquement monté sur la passerelle. Mais jusqu'au moment de la collision, il ne se trouvait pas dans la banquise. D'autre part, les icebergs qui avaient été signalés se trouvaient loin de cette zone. Il ne pouvait donc pas se douter du danger imminent. Au cours des semaines précédentes, la glace a posé d'énormes problèmes. Mais ce dimanche-là en particulier, on sait qu'un grand nombre de capitaines ont jugé que la situation dans cette zone était encore plus préoccupante que d'habitude. Certains navires, comme le Niagara, sont rentrés au port avec une coque endommagée. Cette nuit-là, le SS Californian est lui aussi présent dans ce secteur. Il était sous le commandement d'un capitaine âgé de seulement 35 ans et originaire de Bolton, en Angleterre. Il s'appelait Stanley Lord. Il avait connu une ascension fulgurante et jouissait d'une bonne réputation en tant que navigateur. Selon le commandant Lord, c'était une nuit extraordinaire. La mer était parfaitement calme et le ciel dégagé. Aucune vague, rien, le calme plat. C'était un ciel sans lune et il y avait beaucoup d'étoiles. Pour le capitaine de ce cargo à une seule cheminée, la journée a été très longue. La nuit du naufrage, Lord était resté à son poste pendant 16 heures d'affilée. Il était épuisé et son cargo se trouvait dans la banquise. Il en était responsable et il voulait s'assurer que tout se passerait bien. C'était l'une des premières fois que le Californian comptait un opérateur radio dans son équipage. Cet homme n'avait effectué que 2 traversées et c'était sur un autre cargo. La journée de l'opérateur radio du Californian, Cyril Evans, a également été chargée. Il a transmis de nombreuses alertes sur les conditions météo, la banquise et sa localisation à d'autres navires. Mais à bord du Titanic, Jack Phillips n'a pas tenu compte de ces avertissements. Les opérateurs radio du Titanic sont eux aussi débordés. En plus des messages échangés avec d'autres équipages, ils sont en liaison avec la première station relais d'Amérique du Nord, Cap Race, à Terre-Neuve. Phillips a estimé que les informations transmises par ce petit cargo bloqué dans la banquise, quelque part au nord, ne présentaient aucun intérêt, parce que le paquebot sur lequel il se trouvait faisait route vers New York. Voici la réponse du Titanic. Taisez-vous, je suis occupé, je suis en liaison avec Cap Race. Après avoir reçu ce message qui a sans doute scellé le sort du Titanic, Cyril Evans finit par aller se coucher. 1 heure plus tard, cette alerte qui n'a pas été prise en compte viendra hanter le capitaine et les officiers du navire en perdition. Le capitaine Smith ne pouvait pas savoir que ses officiers avaient mal évalué la position du paquebot et que l'opérateur radio avait négligé les nombreuses alertes signalant la présence d'icebergs. La sécurité du Titanic ne dépend donc plus que des vigies qui sont perchés dans le nid de pie.
On ne demande pas au matelot qui est au poste de vigie d'être capable de déterminer la nature de ce qu'il voit. Sa tâche consiste simplement à donner l'alerte. Danger droit devant. Ils luttaient comme ils pouvaient contre le froid. Dans ces conditions, ces matelots avaient les yeux qui pleuraient, ce qui compliquait un peu plus leur tâche. Ils essayaient de voir le plus loin possible. Leur mission consistait à localiser les obstacles et à utiliser la cloche pour alerter la passerelle. Ils devaient sonner un coup si ce qu'ils apercevaient se trouvait à bâbord, ou 2 coups si c'était à tribord. Et si le danger se trouvait droit devant, ils devaient sonner 3 coups. Une fois qu'ils avaient alerté la passerelle, leur travail était terminé. Ensuite, les officiers doivent identifier la nature de l'obstacle et prendre les décisions qui s'imposent. Ce n'est pas le problème du guetteur. Son rôle n'est pas de l'identifier. Le 14 avril 1912, à 23h40, 3 coups de cloche résonnent dans la nuit. Ils signalent que le Titanic se dirige droit vers une zone dangereuse. Un iceberg gigantesque se dresse devant lui, et ils n'auront malheureusement pas le temps de l'éviter. Murdoch, l'officier de quart, doit réagir rapidement. Il décide aussitôt de se rendre sur l'aileron de passerelle pour évaluer la situation. Puis, il donne des instructions pour tenter de contourner l'immense bloc de glace. Mais le temps manque. 30 secondes plus tard, le paquebot heurte l'iceberg et le capitaine Smith se précipite sur la passerelle. Il demande à ses officiers de lui indiquer la position du navire et l'ampleur des dégâts. Mais il se trompe dans les 2 cas, et cela aura des conséquences fatales. On peut déterminer où l'on se trouve en observant simplement le ciel. En fait, il y a 2 moyens de le faire. Le premier, c'est de s'aider du soleil. Mais seul, il ne permet pas d'avoir un point de navigation. On ne peut pas obtenir une position précise avec le soleil. On a une latitude et en faisant des estimations, on peut obtenir une longitude. La deuxième solution, c'est d'utiliser les étoiles. Si ce soir-là, ils avaient pu déterminer leur position à partir des étoiles avant la collision avec l'iceberg, alors les conséquences n'auraient certainement pas été les mêmes. S'ils avaient dit au capitaine « Notre vitesse est de 23 nœuds et demi et le courant se dirige dans le sens opposé » ou n'importe quoi d'autre, il aurait pu changer de cap et réduire la vitesse. Tout n'est qu'une question d'estimation. Il est quasiment sûr qu'ils ont commis de graves erreurs. Mais dans quelle mesure peut-on vraiment se fier aux étoiles? Le commandant charge le 4e officier Boxhall de déterminer la position du Titanic avant d'envoyer un message de détresse. Il doit utiliser la dernière position connue du navire et la réactualiser en tenant compte du temps, de la vitesse, du courant et de la direction. Mais après vérification, les calculs de Boxhall sont jugés inexacts. Quelques minutes plus tard, le paquebot endommagé envoie un autre message indiquant sa nouvelle position. Il est très facile de commettre une erreur, s'il en a vraiment fait une. Il a bien fait une erreur. Alors que l'opérateur radio transmet sa nouvelle position, le Titanic poursuit son voyage. Il y a un grand malentendu sur le Titanic. Beaucoup de gens croient qu'il est entré en collision avec l'iceberg, qu'il s'est immobilisé et qu'il a fini par couler. Il se serait rempli de milliers de tonnes d'eau. Mais pas du tout. Il s'est arrêté. Ensuite, il a repris sa route et l'eau s'est progressivement infiltrée à travers la coque endommagée. Après sa collision avec l'iceberg, il a poursuivi sa route pendant une dizaine de minutes. Mais le capitaine a fini par donner l'ordre d'arrêter les machines parce que l'eau entraînait une pression très élevée sur la coque et inondait le navire. Pendant l'enquête, Edward Wilding, l'architecte qui a conçu le Titanic, a été interrogé sur la vitesse de l'inondation. Selon ses calculs, il a estimé que l'eau de mer s'engouffrait dans la coque à la vitesse de 500 tonnes par minute. Peu après minuit, Thomas Andrews, le constructeur du paquebot et un passager de première classe, finissent d'évaluer les dégâts. Leur conclusion sans appel est transmise au capitaine Smith. Le Titanic ne restera pas à flot plus de 2 heures.
Le transatlantique prend l'eau à une très grande vitesse. Il va sombrer en emportant des centaines de personnes avec lui. Pendant que les matelots commencent à préparer les canots de sauvetage, l'opérateur radio continue d'envoyer des messages de détresse en espérant qu'un navire viendra à leur secours. Cet énorme ouvrage, c'est le registre maritime de la Lloyd pour les années 1912 et 1913. Chaque navire, qu'il s'agisse d'un voilier ou d'un bateau à vapeur, est inscrit dans ce registre. Il fournit des détails sur leurs armateurs et d'autres informations. Ils sont classés par ordre alphabétique. Et il y en a des milliers. Il y avait donc un nombre phénoménal de bateaux qui pouvaient naviguer dans l'Atlantique Nord à cette époque. Quand le Titanic a coulé, il y avait plus de 200 navires qui faisaient route vers l'Amérique du Nord. Ils n'étaient pas tous au même endroit, mais il pouvait très bien y en avoir quelques-uns dans cette zone. Le plus surprenant, c'est que ceux qui sont équipés de la télégraphie sans fil se limitent simplement à ces quelques feuilles. Juste quelques pages. Avant l'arrivée de la télégraphie sans fil, les navires ne pouvaient communiquer entre eux que quand ils étaient à proximité l'un de l'autre. Et tout à coup, grâce au développement de cette technologie, les messages ont pu circuler tout autour de la planète. La distance n'était plus un obstacle. Le puissant signal radio du Titanic parcourt plus de 800 km. Le SOS est capté par son navire jumeau, l'Olympique, ainsi que par le Mesaba, le Mount Temple, le Baltic, le Frankfurt, le Californian, le Virginian, le Burma et un paquebot britannique, le Carpathia, qui répond qu'il va tenter d'arriver sur place le plus rapidement possible. C'est le ministère du Commerce qui a autorisé le Titanic à prendre la mer, malgré un nombre insuffisant de canots de sauvetage à bord. Il y en avait seulement pour 1100 passagers, alors qu'il pouvait embarquer 3500 personnes. Même si chaque place de ces embarcations avait été occupée, ça n'aurait pas suffi à sauver la moitié des personnes à bord. En fait, toutes les conditions étaient réunies pour que les passagers du Titanic soient pris de panique. Mon grand-père est descendu. Il s'est retrouvé sur le pont et il a vu qu'il commençait à préparer les canots de sauvetage. Un officier est arrivé et lui a dit « Courez prévenir les gens qui se trouvent dans ces cabines qu'ils doivent s'habiller le plus chaudement possible, enfiler leur gilet de sauvetage et monter sur le pont. Gardez votre calme et ne les effrayez pas. » Il est insubmersible. C'est ce qu'il n'arrêtait pas de répéter. Après ça, il a entendu crier « Les femmes et les enfants d'abord ». Tout le monde sur le pont, gagnez immédiatement vos canots de sauvetage. Personne ne voulait monter dans ces canots parce que rien ne laissait penser que le Titanic coulait. Il ne risque rien, il est insubmersible, ça se terminera bien. Vers minuit et quart, l'équipage et les passagers ont une nouvelle raison d'espérer. Quand le Titanic a fini par s'immobiliser, Boxall a cru voir des feux de position. À ce moment-là, il a pris ses jumelles, il a regardé dans cette direction et il a aperçu les feux rouges et verts d'un navire. Il en a conclu qu'il se dirigeait vers eux pour les secourir. Le capitaine est arrivé et lui aussi a pu distinguer ces feux au loin. Il est difficile d'évaluer une distance en mer, et le capitaine Smith a cru qu'il était proche. Ce bateau était tout simplement leur planche de salut. Ils misaient tout sur lui. On sait que les gens ne voulaient pas monter dans les canots au début. Ça explique peut-être pourquoi les premiers qui ont été mis à l'eau étaient à peine remplis, et pourquoi autant de personnes sont mortes. Même si, contrairement à ce qu'avait prévu le constructeur Thomas Andrews, le Titanic est encore à flot 2 heures plus tard, il est urgent de mettre les canots de sauvetage à l'eau. Ils ont assisté au départ du canot numéro 12. C'est à ce moment-là que ma mère s'est rendue compte qu'il était à moitié vide. Selon elle, il aurait pu accueillir 20 personnes de plus. Ensuite, elle a levé la tête et a aperçu une lumière au loin, une lumière très vive. Elle a crié « Regardez, une lumière, c'est un bateau qui vient à notre secours. »
À ce moment-là, les passagers se demandent s'ils doivent risquer leur vie dans cette petite embarcation en bois. Ils vont se retrouver en pleine mer, de nuit, et ils risquent de se perdre. Le Titanic pourrait reprendre sa route pour New York et les abandonner. Les canots étaient à 20 mètres au-dessus de l'eau. En plus, c'était très difficile de monter dessus parce qu'ils s'écartaient de la coque. Les gens ont sûrement pensé qu'ils étaient plus en sécurité sur le pont. Il suffisait d'attendre l'arrivée de ce bateau et tout irait bien. Le mystérieux navire est encore visible lorsque les premiers canots touchent la surface de cet océan gelé. Ils étaient terrifiés par ce qui allait se passer et ils devaient se demander si ce bateau allait les secourir. Le Titanic continue de prendre l'eau. L'officier Boxhall et l'opérateur radio tentent désespérément d'entrer en contact avec le navire aperçu à l'avant, à bâbord. Ils tiraient des fusées toutes les 5 minutes. Mais à cette époque, les navigateurs utilisaient ces dispositifs uniquement pour signaler leur présence au bateau qui se trouvait dans les environs. Ce n'était pas du tout un signal de détresse. Des survivants ont dit qu'ils avaient vu un bateau à l'horizon. Il aurait normalement dû leur porter secours. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il semble impossible que l'équipage n'ait pas vu les fusées ou intercepté les messages de détresse émis pendant plusieurs heures. Pourtant, il n'est pas intervenu. Le jeune capitaine du Californian, Stanley Lord, est un homme austère qui paraît plus vieux que son âge. C'est tout le contraire d'un capitaine exubérant. À 22h20, le Californian se retrouve face à la banquise et son commandant décide d'arrêter les machines jusqu'au matin. Il pourra alors chercher le passage le plus sûr. À un moment, Evans a éteint sa radio. Et malheureusement, il faudra attendre environ 5 heures du matin avant qu'il décide de la rallumer. Les officiers du Titanic se doutent que l'embarquement sur les canaux de sauvetage sera chaotique et dangereux. Avant de quitter la passerelle, ils prennent donc des revolvers. Les gens commençaient à paniquer. Tout en bas, dans le ventre du paquebot, c'est la bousculade. On y trouve les passagers les plus pauvres, logés à l'entrepont. Ils arrivent des cabines qui se trouvaient à l'avant. Et ils se ruent tous vers la poupe en hurlant. Ensuite, ils montent sur le pont qu'on leur a attribué, c'est-à-dire le pont-abri qui se trouve à l'arrière. Là, ils lèvent la tête. Et ils voient les canots. Mais ils savent qu'ils ne leur sont pas destinés. Il n'y a pas de canot au niveau du pont-abri où ils se trouvent. Les plus courageux n'ont pas d'autre choix que de sauter à l'eau. Beaucoup ne survivent pas à la chute. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que les gilets de sauvetage avaient un défaut de conception très grave. Quand les gens atterrissaient dans l'eau, les morceaux de liège qui se trouvaient devant et derrière remontaient brusquement juste en dessous du menton. Et ils pouvaient facilement leur briser le cou. Si jusque-là vous avez réussi à garder votre sang-froid, vous comprenez la gravité de la situation. Et vous savez que c'est parce que des erreurs ont été commises que vous allez mourir. Vous êtes conscient que vous allez devoir attendre 1 heure entière avant d'être confronté à une mort atroce et terrifiante. Je pense que le capitaine a pris la bonne décision à ce moment-là. Il avait conscience de la gravité de la situation. Le Titanic était en train de sombrer. Il tirait des fusées à 300 mètres dans les airs et essayait d'entrer en contact avec ce navire. Les passagers, comme l'équipage, pouvaient le voir. Le cargo du capitaine Lord était arrêté pour la nuit.
Il est donc possible que les passagers dans les canaux et sur les différents ponts en aient vu un autre. Le capitaine de ce bateau non identifié a peut-être pensé que le Titanic ne coulerait pas et qu'il resterait à flot. Il avait la réputation d'être insubmersible et il ne risquait rien. Alors pourquoi des marins se mettraient en danger alors que ce paquebot ne peut pas couler? Un capitaine a l'obligation de porter assistance, même s'il s'agit d'un bâtiment ennemi, à partir du moment où il en a la capacité et qu'il ne se met pas en danger lui-même. Du coup, il est légitime de se demander s'il est raisonnable de s'engager dans une banquise qui a déjà provoqué le naufrage d'un navire. Autour du Titanic en train de sombrer, les lanternes qui éclairent les canaux de sauvetage flottent dans l'obscurité et sont certainement visibles de loin. Mais il ne se passe rien. Pendant que les canaux s'éloignent, la panique fait rage à bord du Titanic. On sait qu'en pleine nuit, il y a eu un grand mouvement de foule vers les canaux de sauvetage. La situation était tellement chaotique que l'équipage a dû former un cercle avec ses bras pour laisser uniquement les femmes et les enfants passer. C'est la panique totale. Les passagers qui tentent de monter dans les canaux doivent remonter sur le pont, sinon ils sont abattus. L'un des hommes du groupe a dit « Vous n'arriverez à rien ici. C'est chacun pour soi maintenant. Vous feriez mieux de sauter. Bonne chance. » Les gens jetaient tout ce qu'ils trouvaient par-dessus bord. Il y avait des tonneaux, des portes, tout ce qui pouvait flotter. Ensuite, ils sautaient dans l'eau. Toujours visibles depuis les canaux de sauvetage, les feux du mystérieux navire commencent à disparaître. Les passagers du Titanic perdent définitivement tout espoir. Ils sont abandonnés à leur sort. Les lanternes des canaux de sauvetage se sont éteintes les unes après les autres. Je suis sûr que les personnes qui avaient pu monter à bord ont compris qu'une fois que le RMS Titanic coulerait, un grand nombre de malheureux essaieraient désespérément de nager jusqu'à leurs embarcations. D'après ce que l'on sait sur la position des autres navires dans cette zone, il semble que le Titanic se trouvait sur la partie est de la banquise. Les autres étaient du côté ouest, où la glace était apparemment plus épaisse, plus visible et plus dangereuse. Ça tend une fois de plus à prouver qu'il ne s'agissait pas du Californian, qui devait se trouver à plus de 30 km de là. Il y avait d'autres bateaux dans la zone, et donc d'autres suspects concernant l'identité du mystérieux navire. Le Mount Temple en faisait partie. Son capitaine avait reçu l'ordre de sa compagnie de ne s'aventurer sous aucun prétexte dans la banquise. Sinon, il serait tenu personnellement responsable des éventuelles pertes financières. Le Mount Temple devait se rendre à Saint-Jean, dans le Nouveau-Brunswick, une province maritime du Canada. Comparé au Titanic, il était 8 fois plus petit. Il avait 4 mâts et une seule cheminée de couleur jaune. Le Mount Temple n'était pas du tout un paquebot luxueux ou prestigieux. James Henry Moore commande le Mount Temple. Âgé de 52 ans et capitaine depuis plus d'une décennie, c'est un marin aguerri. Cet homme travaille pour la Canadian Pacific Line et il a pour ordre de ne jamais traverser la banquise, mais de la contourner. Le capitaine Moore n'a pris aucun risque, contrairement au Titanic qui filait à toute vapeur vers la banquise à 22 ou 23 nœuds. Il est hors de question de mettre son propre bateau en danger et de risquer sa vie et celle de ses passagers en s'engageant dans une banquise qui a déjà endommagé le plus grand navire jamais construit. Le Mount Temple a reçu les SOS du Titanic cette nuit-là. Son opérateur radio, John Oscar Durant, a veillé très tard. Et avant d'aller se coucher, il a réceptionné des messages de détresse annonçant le naufrage du paquebot. Les capitaines devaient suivre le règlement quand il y avait des icebergs. Et à cette époque, on obéissait à ses supérieurs. Dans le registre des messages qu'il avait reçus et transmis, Durant a écrit qu'il avait essayé de répondre, mais que le Titanic ne l'avait pas entendu.
Ça figurait dans la liste de ces transmissions. Mais en réalité, on a découvert par la suite que le Mount Temple n'avait envoyé aucun message radio cette nuit-là. Après avoir observé silencieusement le naufrage, le navire non identifié abandonne le Titanic à son sort et effectue une manœuvre visible depuis les canaux et les ponts. Boxall a non seulement vu les feux de mât, mais aussi les feux de position. Il a même vu les hublots de la coque. Il a certainement cru qu'ils allaient être sauvés. Le sort des derniers passagers et de l'équipage encore à bord du Titanic est scellé. Ils disparaîtront avec lui. Le premier canot a été descendu à minuit 45 et à 2h20 du matin, le Titanic sombrait. Les deux derniers canots ont été mis à l'eau exactement au même moment où le paquebot disparaissait sous la surface. Selon des témoignages de passagers qui avaient réussi à grimper dans ces embarcations, les 8 ponts du navire étaient baignés de lumière, les 8 ponts superposés. Tout était illuminé. Les personnes à bord du mystérieux navire et des canots de sauvetage ont assisté aux tout derniers instants de ce géant des mers, réputé insubmersible. Il s'est brisé en deux, puis a disparu sous les flots. Ils ont levé leurs rames et ils ont regardé le Titanic qui s'enfonçait lentement dans l'eau. Une femme dans le canot s'est écriée « Mon Dieu, c'est terminé ». Tout à coup, le Titanic a disparu. Comment un navire a-t-il pu en abandonner un autre, surtout un paquebot d'une telle taille? On ne peut l'expliquer et je crois que personne ne le pourra jamais. Pendant qu'ils attendaient des secours sur leur canot, il a dit que c'était terrible d'entendre des cris et des pleurs. Il ne pouvait rien faire pour eux, il ne pouvait pas les aider. Mais au bout de plusieurs heures, quand les cris se sont tus, le plus insupportable a été le silence qui régnait. Ils savaient que ces gens avaient perdu leur combat. Le plus triste, c'est que les canots de sauvetage du Titanic auraient pu accueillir 1178 personnes. Malheureusement, environ 500 places sont restées inoccupées. Au lever du jour, Evans, l'opérateur radio du Californian, découvre les messages de détresse du Titanic qui datent de plusieurs heures. Il alerte aussitôt le capitaine. Lord fait redémarrer les machines et met le cap vers la zone indiquée par le paquebot. Cette position était au sud-ouest du secteur où le Californian s'était arrêté. Un peu plus tôt, le Carpathia a également mis le cap en direction du Titanic. Il a mobilisé des vigies supplémentaires et traverse la banquise à toute vapeur. À 4 heures du matin, il aperçoit des canots de sauvetage très loin de la position indiquée. Le commandant Lord a d'abord mis cap à l'ouest, dans la direction d'où les signaux étaient censés avoir été émis. Mais une fois sur place, il s'est rendu compte que ce n'était pas le bon endroit. Il a retraversé la banquise à toute vitesse et il est arrivé dans la zone où le Carpathia récupérait les canots de sauvetage. En chemin, il est passé devant le Mount Temple qui était à l'arrêt et qui n'avait rien entrepris pour porter secours au Titanic. Lord a rejoint le Carpathia vers 8h30, quand il récupérait les derniers survivants. Il a dit au capitaine de ce navire qu'il resterait pour chercher d'éventuels rescapés. C'est ce qu'il a fait pendant 2 bonnes heures. Mais il n'en trouve aucun. Pendant ce temps-là, un peu plus de 700 personnes ayant survécu ont repris leur route pour New York, à bord du Carpathia.
Le Californian met à présent le cap sur Boston, tandis que le Mount Temple rentre au Canada. À New York, une enquête sur le naufrage du Titanic est aussitôt ouverte. Il faut trouver un coupable, et le sénateur Alden Smith y veillera. C'est très étonnant qu'aux États-Unis, les auditions aient commencé dès le lendemain de l'arrivée du Carpathia. On n'avait encore jamais vu les autorités lancer une enquête avec autant d'empressement. Les investigations débutent à New York le 19 avril, seulement 4 jours après le naufrage. La commission d'enquête, qui peut établir des responsabilités mais qui n'a pas le pouvoir de juger, interroge 80 témoins. Après les avoir entendus, elle conclut rapidement que le SS Californian est le seul navire que l'équipage et les passagers du Titanic auraient pu voir. Le capitaine Lord se retrouve dans la ligne de mire. Le commandant Lord est interrogé par la commission d'enquête en tant que témoin pour l'aider à comprendre les faits. Et puis, très rapidement, on se concentre sur lui, sur la responsabilité de son propre bateau et sur sa prétendue inaction. En s'intéressant uniquement au capitaine Lord, ils ont négligé d'autres pistes qui auraient pu être embarrassantes pour la White Star Line. Dès qu'une annonce est faite au plus haut niveau, la plupart des gens sont prêts à l'accepter sans chercher à aller plus loin. Le commandant Lord s'est retrouvé dans la position de celui qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Après avoir quitté au plus vite la zone du naufrage, le capitaine Moore, à bord du Mount Temple, accoste enfin à Saint-Jean. Le navire a touché terre. Tout s'est passé normalement. Mais à bord, il y avait beaucoup de rumeurs qui couraient et de tensions. Beaucoup de personnes étaient scandalisées à cause de ce qui s'était passé pendant la nuit du naufrage du Titanic. Dès son arrivée, le 19 avril, des membres de l'équipage et des passagers racontent ce qu'ils ont vécu aux premières heures du 15 avril. Curieusement, le journal de bord du Mount Temple ne fait aucunement mention des détails fournis par ses témoins. Même s'ils ont assisté à un événement hors du commun, le journal de bord du Mount Temple ne fournit aucune information d'aucune sorte après ce 14 avril 1912, c'est-à-dire le dimanche fatal. Mais ce n'est pas ce qui est le plus bizarre. En fait, on peut voir aussi qu'il manque des pages dans ce document, et on a l'impression qu'il a été recousu, comme si d'autres pages avaient été ajoutées. Le mystère des notes manquantes dans le journal du Mount Temple est renforcé par un autre détail. Dans le registre des messages radio, un élément a été ajouté après coup. Pourquoi cette note, qui ne semblait pas être là à l'origine, a-t-elle été rajoutée, surtout après un événement pareil? Les gens se demandent ce qui a bien pu se passer. C'est une question sans réponse. Pourquoi cet ajout? Qui l'a fait? Et dans quel but? Ça ne peut qu'éveiller les soupçons après une telle catastrophe. D'après mon expérience dans le conseil aux armateurs, je dirais qu'on ne fait pas marche arrière. On ne modifie pas des informations déjà notées dans un journal de bord. Le docteur Quidzrao détaille aux journalistes ce qu'il s'est passé à bord du Mount Temple pendant que le Titanic sombrait. Le docteur Quidzrao a déclaré au Toronto Star que le Mount Temple était à portée de vue du Titanic. Le navire a commencé à se diriger vers lui pour le secourir. Il est allé jusqu'au bord de la banquise et il a vu le paquebot, même sa coque. Mais selon ce témoin, le capitaine aurait perdu son sang-froid parce qu'il n'arrivait pas à se frayer un chemin à travers la glace. Les journalistes ont été consternés par son récit. Donc ils ont pris contact avec un journal de Saint-Jean pour proposer au capitaine Moore de donner sa version des faits. Et celui-ci a nié catégoriquement les accusations du médecin. Le même jour, les déclarations du docteur Quidzrao à Toronto sont corroborées dans 2 pays différents. D'abord devant la commission d'enquête américaine par l'officier du Titanic Boxhall, et au Canada par des témoignages de l'équipage du Mount Temple. 2 d'entre eux sont particulièrement accablants. Un cuisinier a fait des déclarations accablantes. Selon lui, il pouvait voir la coque du Titanic et entendre des bruits, peut-être la mise à l'eau des canaux de sauvetage et les cris des passagers. Il pouvait même voir les embarcations sur l'eau. De plus, dès qu'ils ont accosté, un officier du nom d'Arthur Henry Notley a décidé de ne plus travailler à bord du Mount Temple.
Le troisième officier du Mount Temple, Arthur Notley, était tellement révolté par ce qui s'était passé qu'il n'a plus voulu continuer à servir sur ce navire. Alors que la commission d'enquête américaine poursuit sa mission, le sénateur Smith refuse de tenir compte de ces nouvelles informations. Il continue de se focaliser sur le Californian et demande à son capitaine et à l'équipage de relater les événements de cette nuit-là. Les hommes du Californian ont déclaré avoir vu des fusées au sud-est, mais le message de détresse du Titanic indiquait qu'il se trouvait au sud-ouest par rapport au Californian. Même en admettant que la position indiquée par le Titanic ait été correcte, le seul fait pour Lord d'avouer qu'il ait vu des fusées suffit à jeter l'opprobre et le déshonneur sur lui. Quand il a été appelé à témoigner, il ne devait pas se douter qu'il allait subir un interrogatoire et servir de bouc émissaire comme ça a été le cas. Il était déjà diabolisé comme étant le capitaine du navire non identifié qui ne pouvait être que le Californian, selon la presse. La nouvelle se répand, et avant même l'ouverture de l'enquête britannique, le sénateur Smith conclut que si le commandant Lord avait secouru le Titanic, 1500 vies auraient pu être sauvées. Les Britanniques ont simplement repris les conclusions des Américains. Ils ne voyaient pas l'intérêt d'approfondir les recherches. Ils ont utilisé les mêmes arguments dans leur rapport. En Grande-Bretagne, l'enquête ne tient pas non plus compte de l'éventuel rôle du Mount Temple et se concentre aussi sur le capitaine du Californian. S'il était intervenu, il aurait certainement pu sauver la plupart des personnes décédées, si ce n'est toutes. Si le Californian a vu des fusées au sud-est, cela prouve que le Titanic ne pouvait pas se trouver à l'endroit qu'il indiquait. La position réelle du Titanic par rapport au Californian n'était pas connue avec certitude à l'époque. Son emplacement n'était qu'une estimation et le Californian était arrêté. Lui avait donc eu le temps d'observer les étoiles et de déterminer précisément sa position. L'enquête américaine ne tient pas compte de la position du Californian. Elle préfère croire qu'il a vu des fusées au sud-ouest, une zone que le Titanic n'a jamais atteinte. D'ailleurs, aucun navire n'a traversé la banquise pour arriver à l'ouest. Cela permet à cette commission de conclure que seul le Californian pouvait avoir abandonné le Titanic. C'est un élément de plus qui montre que l'enquête a été bâclée. On a pu déterminer la position du Titanic qu'après la découverte de l'épave à des kilomètres de là. C'est donc l'enquête britannique qui avait tort, pas les officiers du Californian. De plus, à l'époque, d'autres détails aperçus depuis le pont du Titanic écartaient la possibilité que le Californian puisse être le mystérieux navire. Le premier officier Boxall a vu des feux de tête de mât dont deux étaient très rapprochés. Pour l'œil entraîné de Boxall, la caractéristique la plus visible, ce sont ces deux mâts avant. Cet élément restera oublié jusqu'à ce qu'une note dans les archives allemandes sur la Première Guerre mondiale corrobore la déclaration de l'officier. Il y a eu effectivement 2 marins qui ont affirmé avoir vu le même bateau à moins de 5 ans d'intervalle. Ils ont tous les deux parlé de la caractéristique la plus frappante de celui-ci, des mâts apparemment très rapprochés. Le 16 décembre 1916, pendant la Première Guerre mondiale, un croiseur auxiliaire allemand repère le Mount Temple dans l'Atlantique. C'est cette rencontre fortuite qui va permettre de démasquer le mystérieux navire. Après avoir vu le Mount Temple pendant le mois de décembre 1916, un marin en a fourni une description dans ce qu'on appelle le Kriegstagebuch. C'est un terme militaire allemand. Il s'agit du journal de guerre du SMS Meuse, le croiseur allemand qui a coulé le Mount Temple. Ce journal de guerre est arrivé ici, au bureau de la marine impériale, à Berlin. En haut, on lit les mots Ganz Geheim. Ça signifie secret ou top secret. Et là, on trouve une mention du Mount Temple. Pendant qu'il surveille le Mount Temple avec ses jumelles, le capitaine remarque, comme c'est écrit ici, qu'il a des mâts très rapprochés.
C'est exactement la même phrase que prononce Boxall, ganz dicht beieinander. Ce sont les mêmes mots, les mâts sont rapprochés. Le Mount Temple, tel qu'il a été vu par Boxall depuis le Titanic et juste avant l'attaque du croiseur allemand, présente bien les caractéristiques décrites dans les deux cas. C'est une nouvelle preuve indirecte qui pointe dans la direction du capitaine Moore. Le 1er septembre 1985, une équipe de plongeurs découvre l'épave du Titanic. Le capitaine Lord est alors définitivement disculpé. Quand le paquebot a été découvert, ou plutôt ce qu'il en restait, ils ont constaté que les déclarations de Lord correspondaient parfaitement avec la position du Titanic. Ils ont fini par comprendre que les données fournies par son opérateur radio étaient fausses. Le commandant Lord était effectivement un excellent navigateur. Il se trouvait bien à l'endroit précis qu'il avait indiqué. Cela figure dans le rapport d'enquête britannique de 1992. Ils ont rouvert le dossier après avoir découvert que le Titanic ne se trouvait pas à l'endroit qu'on pensait jusque-là. Par conséquent, il était impossible que le Californian puisse être le mystérieux navire que les passagers du Titanic avaient vu pendant le naufrage. En affirmant que le capitaine du Titanic n'avait pas pu se tromper, les deux enquêtes de l'époque ont à tort détruit la réputation d'un excellent capitaine. Ce rapport en bonne et due forme a sacrifié le capitaine Lord. Il a été un bouc émissaire. Le commandant Lord a porté cette croix avec beaucoup de dignité tout au long de sa vie. La responsabilité du naufrage du Titanic doit être attribuée à ses officiers. Ce sont eux qui étaient en charge du paquebot à ce moment-là. On ne peut pas faire porter la responsabilité à quelqu'un d'autre. Le capitaine Lord a été l'un des plus grands boucs émissaires de l'histoire de la marine. Deux capitaines, Lord et Moore. L'un a enfin été disculpé et l'autre reconnu coupable. Mais de quoi? Simplement d'être le navire non identifié? Le fait que le commandant Moore ait jugé qu'il était trop dangereux de porter secours au Titanic ne le rend pas responsable du décès de toutes ces personnes. Le capitaine Smith a été épargné par le rapport d'enquête britannique et une statue a même été érigée en son honneur. Il reste cependant le seul et unique responsable du naufrage du Titanic et des 1500 morts. Les 1500 victimes à bord de ce paquebot ne sont pas mortes en vain. Après le naufrage du Titanic, des mesures ont été prises dans le domaine de la sécurité des personnes en mer. On peut dire que des dizaines de milliers de vies ont été sauvées depuis cette tragédie. On le doit aux améliorations qui ont été apportées à la réglementation maritime.